Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. Aujourd'hui, pas d'interview, mais un petit partage pour vous. Chères auditrices, chers auditeurs, cet épisode et ce podcast et tous les épisodes d'Entre là sont pour toi. Bonne écoute, Entre là! En finir avec le perfectionnisme, viser l'optimalisme. Le perfectionnisme est de ce travers qu'on mentionne avec prudence, avec ce petit sourire en coin qui dit que ces défauts cachent une qualité, un engagement de trop bon élève, une recherche d'excellence, une éthique irréprochable, peut-être, allez savoir, un je ne sais quoi de don pour les autres, les conséquences d'une hyperactivité ou d'un excès d'énergie, de générosité ou de sens du sacrifice. Être perfectionniste, ça ne serait que du plus, sans rien de moins. Vous y croyez, vous ? C'est peut-être trop beau, ou pas assez. Reste que cette argumentation me faisait, comme souvent quand les choses n'arrivent pas à résonner en moi, l'effet d'une craie qui grince sur un vieux tableau noir. Le perfectionniste, dans sa recherche d'irréprochable, peut aussi devenir rigide, inflexible. Il n'accepte aucune erreur. Il cache souvent une peur de l'échec et un jugement interne sévère. Ça, on le conçoit tous assez facilement. La bonne nouvelle, c'est qu'on est rarement perfectionniste partout. Il y a toujours des domaines de la vie qui nous intéressent moins, auxquels nous apportons moins de considération. Les perfectionnistes des choses ont souvent moins de passion pour les gens, et inversement. Sinon, ils s'épuisent et fondent comme le métal en feu. Mais il y a plus, et il y a peut-être pire. En recherchant sur le sujet, j'ai rencontré l'idée, qui n'est pas de moi, mais de Tal Ben-Shahar, que le perfectionniste fait en fait un déni de réalité. Un déni de réalité. Ça m'a intéressée. Je vais donc le partager avec vous. Affronter la réalité nécessite d'être capable de la voir. L'amiral Stockdale, James, officier américain, fut torturé plus d'une vingtaine de fois durant ses 8 ans de captivité de 1965 à 1973. Il a vécu la guerre sans aucun droit de prisonnier, sans date de libération fixe et sans aucune certitude quant à sa survie. À la question de savoir comment il avait tenu le coup, il a répondu « Je n'ai jamais perdu confiance dans l'issue de l'histoire. Je n'ai jamais douté non seulement que je m'en sortirais, mais aussi que je l'emporterai à la fin et que cette expérience deviendrait l'événement marquant de ma vie, que, rétrospectivement, je n'échangerai pour rien au monde. » Il n'a pas été perfectionniste, James Stockdale. Il n'a pas non plus été optimiste, vous allez le voir. Il a été, ce que nous allons aussi voir juste après, optimaliste. Intrigué, le journaliste qui l'avait interviewé lui avait demandé « Mais qui ne s'en est pas sorti parmi les prisonniers ?»« Oh, c'est facile, les optimistes, » avait répondu James Stockdale. Ceux qui disaient « On sera sorti d'ici Noël », et Noël arrivait, et Noël passait. Puis il disait « On sera sorti à Pâques », et Pâques arrivait, et Pâques passait. Et puis Thanksgiving, et puis c'était de nouveau Noël, et il finissait par mourir le cœur brisé. James Stockdale a conclu. C'est une leçon très importante.
Vous ne devez jamais confondre la foi en votre victoire à la fin, que vous ne pouvez jamais vous permettre de perdre, avec la discipline nécessaire pour affronter les faits les plus brutaux de votre réalité actuelle, quels qu'ils soient. Quand on entend ça, on pourrait se dire qu'il était assez perfectionniste, il voulait vraiment voir les choses avec une lucidité sans faille, être irréprochable, etc. Mais pas évident. À la suite de James Stockdale, on peut se dire ceci. Si vous êtes optimiste, vous allez en mourir. Si vous êtes optimiste, réaliste, vous pouvez traverser les expériences avec allant et dans certains cas, développer votre résilience et votre joie de vivre malgré tout. A priori, un perfectionniste ne pourrait pas faire ça. Affronter la réalité nécessite d'être capable de la voir. Vous savez que pour bien observer, il est utile de bien regarder la situation à laquelle nous faisons face, au global, en détail, sous toutes ses nuances, ses différentes facettes, ses différentes perspectives. Autrement dit, et là je vais citer Christian Bobin qui a quitté la Terre il y a 2 ans, il y a un temps où ce n'est plus le jour et ce n'est pas encore la nuit. Ce n'est qu'à cette heure-là qu'on peut commencer à regarder les choses ou sa vie. C'est qu'il nous faut un peu d'obscur pour bien voir, étant nous-mêmes composés de clair et d'ombre. Je ne sais pas si Christian Bobin se serait qualifié d'optimaliste. Je ne suis pas certaine qu'il avait envie de s'acoquiner avec l'optimal. Peut-être si en fait, tant certains poètes peuvent à la fois voir les choses comme elles sont et s'en détacher et les trouver belles. Cette façon d'observer le réel tel qu'il est, de composer avec, de faire au mieux en visant l'optimal sans viser la perfection, c'est donc l'optimalisme. L'idée de l'optimal rejoint l'idée de l'effectuation. On fait avec ce qu'on a, avec les moyens du bord, on fait les efforts jusqu'à un certain point. On fait avec le réel, on prend les gens comme ils sont, là où ils sont, sans maugréer qu'ils en sont encore là. Ce qui veut dire qu'on peut aussi changer de cap ou d'avis. Quel que soit l'endroit où vous travaillez, on vous a sans doute déjà parlé de droit à l'erreur. De nombreuses organisations évoquent l'idée de créer l'environnement à la fois stimulant et serein, qui permet d'oser avec finesse et à propos, et ceci pas seulement pour les autres, mais aussi pour vous, pour nous. Mais qu'est-ce qui bloque, souvent ? On en parle, il y en a pas, ce droit à l'erreur. Qu'est-ce qui bloque ? Peut-être notre sens de la perfection, notre désir d'être irréprochable dans un monde qui juge beaucoup, beaucoup. Notre difficulté à nous offrir des moments précieux de micro-récupération. D'autres choses encore. Pour trouver cet optimal, par-delà le perfectionniste en quête d'irréprochable et l'optimiste trop peu lucide, il faut être capable de voir la réalité telle qu'elle est, on l'a déjà dit. C'est pas évident, car nous avons tous envie que la réalité soit celle que nous avons envie de voir. Parfois on dit on voit que ce qu'on croit, plutôt qu'on croit ce qu'on voit. Mais pour que la réalité ressemble à ce dont nous rêvons, il faut d'abord la voir comme elle est, puis agir avec finesse pour qu'elle puisse devenir ce que nous avons envie qu'elle soit. Sinon, nos actions seront comme des coups d'épée dans l'eau. Selon Tal Ben-Shahar, chercheur et conférencier en psychologie positive, c'est justement ce qui distingue le perfectionniste et l'optimaliste. Le premier refuse la réalité, tandis que le second l'accepte. Vous étiez déjà dit ça ? Que le perfectionniste refusait la réalité ? Être perfectionniste, c'est vouloir vivre dans un monde de perfection, où rien n'est limité par le temps ou par nos ressources ou par nos capacités. C'est continuer encore, ne pas s'arrêter même si nous sommes épuisés, focaliser sur notre but, faire fi de notre épuisement. C'est donc faire comme si nous vivions dans un monde qui n'existe pas. Quand nous sommes perfectionnistes, nous ne pensons plus qu'à atteindre notre but. Nous sommes focalisés sur l'objectif. C'est bien d'être focalisé, bien sûr. Sauf quand on ne voit plus rien d'autre, sauf quand on ne peut plus se réjouir des collègues sympas, des blagues du matin, du soleil qui monte dans le ciel et du brouillard qui se dégage comme s'ouvre par le haut un rideau de théâtre, du déjeuner partagé, du sourire des gens dans la rue, dont on pourrait se souvenir pourtant toute notre vie si on les regardait vraiment, des rires des enfants, de la tendresse de nos proches. Pour le perfectionniste, prévient Tal Ben-Shahar, plus rien d'autre ne compte que l'objectif. Le chemin à parcourir n'est qu'une succession d'obstacles à franchir pour arriver au but. Il n'est qu'un mal nécessaire, et si nous sommes perfectionnistes, nous agissons de sorte à ce qu'il soit le plus court possible, le plus direct possible. Pas question de se réjouir avant d'être arrivé au but. La vie est une course, une compétition. Dans ces conditions, nous passons à côté des synchronicités. Vous savez, cette coïncidence d'événements qui ne sont pas liés, mais dont l'association prend soudain sens en nous et permet des merveilles. Nous passons à côté de toutes les opportunités de sérendipité. Vous savez, ce qui nous permet de trouver ce que nous cherchions ailleurs que là où nous le cherchions, ou bien ce qui nous permet de trouver autre chose que nous cherchions mais qui est mieux encore,
ou bien de trouver quelque chose alors que nous ne cherchions rien en réalisant que ce que nous avons trouvé, d'autres l'avaient jusque-là cherché en vain. Pour Tal Ben-Shahar, le perfectionniste passe à côté de la réalité et de la vie. Dans le film Clerk, Michael Newman est un exemple parfait du perfectionniste. Sa première préoccupation est d'atteindre une promotion dont il attend qu'elle le rende heureux. On lui donne une télécommande qui lui permet de faire défiler sa vie en accéléré. Il s'en sert pour aller droit, zapper les moments difficiles, les jours et les soirées de travail acharné, mais du coup il zappe aussi des chouettes moments savoureux, comme faire l'amour avec sa femme, car cela ralentirait aussi sa progression vers le triomphe professionnel qu'il espère. La télécommande fait à Michael Newman l'aspect d'un sédatif. Il vit un peu comme quelqu'un qui sort du bloc opératoire et est encore en partie anesthésié. Il ne ressent plus rien de mal, mais plus rien de bon non plus. Cette vie-là, ça vous fait envie ? Moi, pas du tout. Alors, vite, façon à autre chose. Dans son livre « L'apprentissage de l'imperfection », Tal Ben-Shahar raconte l'histoire d'un Américain qui a perdu son job à 22 ans. Cet homme se lança 1 an plus tard dans la politique, se présenta aux élections dans son État. Battu, il tenta sa chance dans les affaires et fit faillite. À 27 ans, il fit une dépression nerveuse. Malgré tout, à 34 ans, il se présenta au Congrès. Une fois encore, il perdit. 5 ans plus tard, il se présenta et il perdit. À 46 ans, il tenta encore. Il se présenta au Sénat. Il perdit encore. Alors, il brigua le poste de vice-président, qu'il perdit aussi. Vous demandez où je vais en venir ? Juste avant son 50e anniversaire, après des décennies d'échecs dans sa vie professionnelle comme dans sa vie politique, cet homme devint président des États-Unis. Il s'appelait Abraham Lincoln. C'est le genre d'homme qui vous fait croire à la maxime « Apprenez à échouer, sinon vous échouerez à apprendre ». Reprenons donc. Être optimaliste consiste à être à la fois optimiste et réaliste. En creux, ça revient à se défaire des perfectionnismes qui nous incitent à ne pas travailler avec le réel, mais simplement avec notre idéal. Être optimaliste invite à profiter de la vie et à la réussir en profitant. Ça peut nécessiter de persévérer comme Abraham Lincoln. Mais en écoutant cette courte histoire, vous pouvez tout aussi vous dire qu'Abraham Lincoln a vécu obsédé par le succès et a été prêt à tout pour l'obtenir. Vous auriez raison aussi. Il est toujours utile d'avoir un œil et une oreille critique quand on vous raconte des histoires. En fait, ce que nous dit aussi cette histoire, c'est que la plupart des gens qui ont réussi ont aussi beaucoup raté et ont accepté que l'échec faisait partie de la vie. Ils ont donc pris les échecs comme ils étaient, des expériences dont on apprend des choses qui nous font progresser puis réussir. Un perfectionniste qui serait plutôt dans la logique du tout ou rien pourrait soit ne jamais se présenter aux élections de peur de perdre, et donc en évitant la confrontation du réel, il pourrait rester dans son rêve d'une élection réussie du premier coup, soit se présenter seulement au moment où, après une ascension minutieuse et parfaite, il serait à peu près certain d'être élu. On pourrait dire que l'optimaliste tente, apprend, tente autre chose, apprend, tire parti des opportunités, tente encore. Sa route n'est pas une ligne droite, c'est plutôt celle pleine de tournants, du voilier qui profite des vents forteurs ou du poisson qui profite des courants. Voyons ça un peu plus en avant pour mieux comprendre le rapport de l'optimaliste à la persévérance. Pour vivre l'optimal, il ne suffit pas de commencer en prenant les gens comme ils sont là où ils sont. L'optimal existe aussi qu'on sache s'arrêter. Un peu comme l'agiliste ne vise pas la perfection, mais fait du mieux possible dans le temps imparti avec le budget alloué. À un moment, on arrête là où en sont les choses et on s'en contente. C'est aussi un sujet pour les artistes. Récemment, j'ai animé un après-midi de séminaire de top management et proposé qu'un duo d'artistes mette en image des résultats, des choses, des éléments, des idées, des concepts partagés en atelier. Elles ont eu 1h30 pour faire cette œuvre ensemble. Sacré défi qu'elles ont relevé. On a l'idée qu'un artiste, parce qu'il est animé par une recherche absolue, cherche la perfection. Pas du tout. Elles deux ont derrière elles une belle expérience qui constitue un bon point d'appui. Elles se connaissent bien et travaillent ensemble depuis un certain temps. D'ailleurs, elles font le premier épisode du podcast Entre-là. C'est Julie Bachet et Angélique Ivanov. Vous pouvez les retrouver dans l'épisode numéro 2 du podcast. Elles ont cette belle expérience. Elles ont appris à improviser ensemble. Vous pourrez l'écouter dans l'épisode. En composant comme des calques qu'elles posent l'une sur l'autre. Ça veut dire qu'elles travaillent ensemble et retravaillent l'une sur l'autre jusqu'au moment où elles peuvent enfin dire ensemble « Voilà, là, on n'y touche plus ». Un ami qui a fait de la sculpture sur bois pendant ses études me disait « À un moment, il faut savoir s'arrêter car le mieux, c'est vraiment l'ennemi du bien. On ne peut pas revenir en arrière. Chaque coup de marteau en plus risque de tout faire rater. Il faut savoir où agir et où s'arrêter. C'est à la fois une question d'expérience, de regard, d'intuition. Comment savoir s'il faut persévérer ou changer de route ?
les psychologues Robert Yerkes et J.D. Dodson montrent que la qualité des résultats obtenus lors de quelque activité que ce soit augmente proportionnellement au niveau d'excitation mentale et psychologique jusqu'à ce que soit atteint un point précis, à partir duquel la tendance s'inverse. Pour dire les choses autrement, quand le degré d'excitation est trop bas, léthargie, désintérêt, désengagement, ou trop haut, stress, angoisse, peur, les performances déclinent. À quel moment est-on susceptible de donner le meilleur de soi ? Quand on ressent cette excitation à mi-chemin entre la torpeur et l'angoisse de ne pas y arriver. Face à une mission trop facile, on s'ennuie, on procrastine, on bâcle. Face à un défi, une ambition démesurée, on s'angoisse. L'optimal est juste au milieu. Vous vous dites peut-être qu'il n'est pas simple de dimensionner des objectifs suffisamment inspirants, ce que nous sommes capables d'atteindre et qui nous donneront ce niveau suffisant de stress et d'adrénaline pour nous amener à nous dépasser, mais qui reste suffisamment réaliste pour être atteint. Le psychologue Richard Ackman propose, pour éprouver la motivation maximale, de se placer simplement là où on a une chance sur 2 de réussir. Une étude nous donne l'occasion d'observer ça sous un autre angle encore. Le professeur Ellen Langer a demandé à 2 groupes d'étudiants d'évaluer l'intelligence d'un certain nombre de scientifiques de très haut niveau. Le premier groupe n'a reçu aucune information sur le chemin que ces scientifiques ont parcouru pour réussir. À l'issue du test, ils ont attribué à ces scientifiques un degré d'intelligence très élevé et ont jugé leur succès hors de portée. Les étudiants du second groupe ont eux aussi eu les mêmes renseignements sur les mêmes scientifiques et leurs résultats obtenus, mais en plus, on leur a décrit leurs tâtonnements, leurs errements, leurs difficultés et les fiascos passagers dans leur cheminement. Ces étudiants-là ont aussi trouvé les scientifiques en question brillants, mais contrairement aux premiers, ils ont estimé que leur réalisation était à leur portée. Le premier groupe n'avait eu aucun accès à la réalité, car il n'avait eu accès qu'à une partie de la réalité. Et c'est souvent ce qui arrive quand on encense des stars ou des héros. Ce premier groupe d'étudiants avait la même perspective que les perfectionnistes. Ils ne pouvaient voir que le résultat, qui leur semblait être une ligne droite vers le succès, pas le chemin tortueux de la vie. Les étudiants du second groupe avaient une vue d'ensemble de la réalité, les parcours des scientifiques et leurs inévitables aléas. C'est ce que perçoivent les optimalistes. Ellen Langer conclut: en cherchant comment telle personne est parvenue à un résultat, on a plus de chances de considérer son succès comme bien mérité et de croire qu'on peut y arriver soi-même. On peut s'imaginer procédant par étapes, tandis que sans ces informations, on aurait vu ces parcours comme des sommets de gloire totalement impossibles à atteindre. Il reste néanmoins un aspect que nous n'avons pas encore exploré et qui sape souvent l'optimalisme, notamment en entreprise. En travaillant sur l'apprentissage dans les organisations, Mark Cannon et Amy Edmondson ont observé que même si la plupart des entreprises reconnaissent et défendent l'importance de l'amélioration par l'erreur, très peu la mettent en pratique. Pourquoi ? Parce que selon eux, la plupart des gens préfèrent encore avoir l'air compétents plutôt que de chercher à être compétents réellement, en reconnaissant leurs erreurs et en tirant les enseignements. Les chercheurs nous invitent donc, pour pouvoir mettre en œuvre le droit à l'erreur, de faire face à notre peur paralysante de l'échec. Et cela est possible en changeant notre vision de l'erreur elle-même, en redéfinissant l'échec de manière à ne plus seulement y associer des sentiments de honte et de faiblesse, mais des notions de risque, d'incertitude et d'amélioration. Comment peut-on faire cela ? En traversant ces sentiments de honte, de culpabilité, de défaillance ou de faiblesse que nous avons pu ressentir.
Pas très compliqué. Il s'agit de fermer les yeux, de nous mettre en contact avec ces moments passés au présent où nous avons ressenti cette émotion et en accueillant l'émotion en nous avec bienveillance et curiosité. Nous ferons alors l'expérience qu'elle se diffuse dans le corps par des endroits précis inattendus, jusqu'à ce qu'elle se dissolve et disparaisse en moins de 5 minutes. Cette pratique de libération émotionnelle fait de jolis miracles. Une deuxième manière de faire consiste à utiliser la restructuration cognitive ou autrement le questionnement socratique. Elle consiste, autrement dit, à identifier nos pensées automatiques puis à prendre conscience du lien entre la pensée et les émotions. On observe la situation, puis les pensées qui viennent, puis les émotions qui s'en suivent. Alors, le questionnement socratique nous propose de confronter nos pensées automatiques à la réalité, pour les réévaluer sur la base de l'expérience passée et de l'information acquise. Ainsi, nous pouvons nous demander, est-ce bien vrai? Quels arguments vont dans le sens de mes pensées? Quels arguments contredisent mes pensées? Ce danger est-il bien réel? Qu'est-ce qui me permet d'assurer que cette situation se présentera vraiment? Quels faits me permettent de conclure ainsi? Comment pourrais-je voir la situation autrement? Y a-t-il une autre façon de voir ou d'expliquer ce qui arrive? Et si mes pensées étaient vraies, quelles seraient les conséquences réelles? Dans la logique du pire, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ce serait si grave? Comment aurais-je les moyens de faire face? Et sachant tout ça, qu'est-ce que je décide de penser? Qu'est-ce qui est réaliste et constructif? Comment puis-je agir? Une fois ce questionnement passé, il s'agit de remplacer les pensées réalistes par des pensées réalistes et constructives pour retrouver tout naturellement motivation et capacité à éprouver du plaisir. Peut-être qu'ainsi, vous pourrez vous dire que, quoi qu'il soit arrivé, vous avez réussi votre année. Et vous pourrez mettre en exergue et valoriser les apprentissages et les acquis de votre année. Et vous aurez ainsi cumulé à ceux des années précédentes et à vos talents quasi innés vos points d'appui pour l'année prochaine. Vous savez, nous avons plus confiance dans notre futur, l'inconnu, si nous emmenons avec nous des choses du présent, des éléments du présent, ce qui est connu. Et si l'on emmène avec soi des éléments du présent dans notre futur, il vaut mieux prendre selon ceux qui sont positifs, qui nous plaisent. Pour cette semaine, je vous souhaite donc une bonne pêche aux bons souvenirs, au bon moment, aux petits, moyens et grands pas, et à tous les chemins que vous avez empruntés, dont vous avez appris quantité de belles choses à emmener avec vous dans les jours et les mois à venir. Et ainsi que votre journée soit belle, pleine de joie et de joie partagée. À bientôt! Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!